Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'hebdo des éditos de ce dimanche 2 octobre 2022. Eh bien, le gouvernement du Bénin, en sa séance ordinaire du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022, entend actualiser la loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-9 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève en République du Bénin tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Il a donc décidé de transmettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Que comprend donc de cette initiative? Mes débatteurs vont se pencher sur cette thématique dans un instant. Le mariage entre l'Union progressiste et le renouveau de Joseph Djogbenou et la dynamique unitaire pour la démocratie DUD de Valentin Atiti Houlé est désormais une effectivité. Que peut donc apporter cette fusion à l'UP, le renouveau? La question a retenu l'attention de mes débatteurs. Et le troisième sujet de cette émission, c'est la supposée hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché dès le 1er octobre 2022. Une information à laquelle le directeur général de la douane a apporté un démenti formel. Pour opiner donc sur toutes ces thématiques, je reçois donc sur ce plateau Kamarou Din. Il est directeur de publication du Révélateur du jour Kamarou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Serge Adanlao, il est directeur de publication du quotidien Le Matinal. Serge Adanlao, bonsoir. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Adrien Tchomakou, DP quotidien Le Fraternité. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Et voilà, je le disais en début d'émission, le gouvernement du Bénin a transmis à l'Assemblée nationale pour étude et vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin tel que modifié et complété par la loi 2018-34 du 5 octobre 2018. Serge Adanlao, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il a retenu votre attention? Merci, chers confrères. Bonsoir aux téléspectateurs de ETélé. Le sujet a retenu mon attention parce que ça avait fait en son temps quand le projet avait été envoyé à l'Assemblée nationale et que les députés l'ont voté, le chef de l'État a promulgué la loi et la loi est entrée en vigueur. Ça avait fait grand bruit dans le temps. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Est-ce que dans un pays démocratique, on va en arriver à encadrer, je vais le dire comme ça. C'est vrai, certains parlent de restriction, certains parlent de suppression du droit de grève. Mais moi, je préfère parler d'encadrement. Pourquoi doit-on arriver dans ce contexte démocratique à encadrer le droit de grève? Et après les explications du gouvernement, je crois que cette polémique est passée. Et les Béninois ont compris, même les organisations internationales également qui avaient des préoccupations par rapport à cette initiative gouvernementale, avaient compris les motivations du gouvernement. Et ces motivations, je crois qu'il fallait à un moment donné préserver certains secteurs clés du développement du pays comme la justice, comme la santé, comme l'éducation et autres, où à moindre initiative gouvernementale, les travailleurs cessaient les activités et préfèrent mettre la clé sous le paillasson et déclencher des mouvements de grève sans même préalablement entrer en négociation, en discussion avec le gouvernement. N'étant pas dans un pays, enfin dans la cour du roi, plutôt dans un pays où il n'y a pas de normes, le gouvernement a jugé utile d'encadrer ce droit de grève-là. Et je crois que c'est le cas actuellement avec 3 nouveaux secteurs, à savoir le secteur aéroportuaire, le secteur portuaire et puis le secteur des hydrocarbures. Et la raison cette fois-ci pour ces 3 nouveaux secteurs, c'est lié aux raisons sécuritaires et de défense, parce que le contexte sécuritaire de défense actuellement, nous le savons, avec le terrorisme et autres, il va falloir rester en éveil, il va falloir maintenir ces secteurs-là en activité à tout bout de champ. Quand vous prenez par exemple l'aéroport où l'État, le gouvernement pourrait avoir besoin rapidement de certaines interventions des pays amis, cela ne se conçoit pas
qu'au moment où le gouvernement mène des tractations, et au moment où il faut faire acheminer certains matériels, par exemple, pour pouvoir contrer certaines velléités. Qu'on dise que L'aéroport est paralysé, les travailleurs sont en grève, cela ne se conçoit pas. Et je pense que c'est à juste titre que ce secteur-là, le droit de grève va être encadré dans ce secteur. C'est tout ce qui a motivé votre... Pareil pour le port et les hydrocarbures, quand on met tout ça ensemble, c'est des secteurs qui concourent au développement du pays. Il fallait encadrer. C'est pas que le droit de grève est supprimé totalement. Je n'ai pas encore connaissance. Dans l'évolution de cette émission, on ira dans les détails. Dans les détails, d'accord. On va permettre aux autres débatteurs de donner leur avis. Adrien Tchoumakou, quel est votre regard, quel regard portez-vous sur cette décision du gouvernement? Merci, chers confrères. Merci. Vous savez, mon point de vue est très simple. C'est une volonté politique, une très bonne décision, mais objet de critique. Et objet de critique parce que je vais en revenir, mais avant, comprenez... Votre regard sur cette décision, quel regard, votre première analyse sur cette décision du Conseil des ministres? Je viens de me dire que c'est une très bonne décision, c'est une très bonne volonté politique. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'au moment où le gouvernement veut agir dans un secteur précis, un secteur sensible, qu'on nous parle de la paralysie. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? Il faut d'abord que le gouvernement explique correctement l'importance de l'enjeu. Vous savez, moi j'ai eu la chance de suivre le 6 septembre 2022, cette année bien sûr, il y a environ un mois, j'ai suivi à l'hôtel... Un hôtel de la place, le lancement officiel du projet de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Je l'ai suivi et en fait c'est un projet piloté par les ministères de la Défense nationale et de l'économie et des finances. À l'occasion, j'ai compris que c'est un vaste projet, un projet et qui va permettre à l'État béninois de bénéficier d'une infrastructure ultramoderne. C'est quoi le parallèle par rapport à cette décision? Le parallèle, c'est quoi? Quand vous lisez le Conseil des ministres, on nous a parlé que c'est au plan sécuritaire pour lutter contre le terrorisme que le gouvernement envoie ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on n'a pas expliqué, et ça c'est ce que je suis en train de vous dire, la mise en œuvre de ce projet nécessite obligatoirement la mobilisation de tous les acteurs concernés. Et il n'y aura pas à dire qu'au moment où on a besoin de telle personne pour faire tel travail, qu'il est en grève. C'est de ça parce que les experts internationaux qui sont venus, qui ont donné la communication, ils ont démontré du A à Z que le démarrage de ce projet nécessite la mobilisation, la détermination de plus d'un. Il faut que tout le monde soit apte pour travailler 24 heures sur 24. Si je dis 24 heures sur 24, c'est-à-dire celui-là qui doit travailler. Et à une heure donnée, il respecte son heure, il n'y aura pas dit qu'il y aura grève. Vous, et très rapidement, il faut que je vous explique un peu ce projet qui est très important. On va permettre à Dean de donner son avis. On va revenir. N'oubliez pas juste cet aspect, on va y revenir, puisque à vous entendre le dire, c'est très important. On va revenir sur ça, ne vous en faites pas. Camaro Dean n'arrête pas. Oui, je pense pour ma part quand même que le gouvernement de la rupture est en droite ligne de sa volonté affichée d'impulser réellement le développement. Et vous savez, il ne peut pas avoir développement sans sécurité. Il ne peut pas avoir développement sans sécurité. Donc, pour des raisons de sécurité, dans ce contexte où on a une poussée de l'extrémisme violent qui est en train donc de se transporter du Sahel vers le golfe de Guinée, qui comprend le Bénin bien sûr, il se comprend aisément, tout au moins quand on est dans la vision de la rupture, il se conçoit aisément qu'il faille quand même essayer d'encadrer un peu les choses, n'en déplaise une fois encore à ceux qui sont pointilleux sur les questions de liberté, de droit et autres. Donc, l'initiative ne devrait pas étonner. Moi, seulement, ce que je me demande, et personne ne le saura peut-être, est-ce que c'était déjà un projet ou est-ce la dernière grève que la SECNA
les agents de la SECNA. Et quand on dit la SECNA, ce n'est pas le Bénin seul. C'est plusieurs pays africains. Est-ce que cette dernière grève-là qu'il y a eu n'a pas peut-être tout au moins précipité l'initiative, justement? Bon, ça... C'est la question reste à exposer. On va y revenir, hein, puisque on va en parler. Adrien Tchoumakou, très rapidement, pour parler de ce projet-là. Non, c'est même pas ça. C'est pour dire quoi? Moi, personnellement, le projet de loi envoyé à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec la grève de la SECNA qui a eu cours. C'est bien préparé, c'est bien mûri, parce que l'enjeu est de taille. C'est juste une coïncidence. Pour moi, c'est juste une coïncidence. Parce que le projet dont je vous parle, c'est ça, le gouvernement doit beaucoup expliquer aux gens pour qu'on comprenne. Parce que ce projet, il y aura une infrastructure ultra-moderne de haut standing qui sera installée au port de Cotonou. Et de Cotonou, on verra tout ce qui se passe à l'aéroport, de l'aéroport de cette infrastructure. On verra tout ce qui se passe au niveau de toutes les frontières du Bénin. Autrement dit, les transactions, les sorties, les entrées. Et ça permettra de lutter contre la piraterie maritime. Ça permettra de lutter contre les djihadistes qui peuvent tenter de rentrer sur le territoire béninois. Donc, je pense que si le gouvernement prend l'initiative d'encadrer le droit de grève dans le secteur clé, le secteur important, comme les transports, je vais parler des deux transports, transport maritime et transport portuaire et aérien, et aussi dans les hydrocarbures. Les hydrocarbures, vous voyez, sans l'énergie électrique, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sans l'énergie électrique, nous ne pouvons pas être ici. Même si nous parlons ici, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent ne peuvent pas jouir de leur droit de nous observer. Donc c'est très important. On ne doit pas lésiner sur tout ce qui concerne les hydrocarbures, tout ce qui concerne les transports. Donc moi je pense que c'est une décision qui est venue à point nommé, et il faut que les gens comprennent l'enjeu. Ce n'est pas de la restriction des droits acquis. Non, on doit comprendre et en faire avec. On doit comprendre l'enjeu, que l'enjeu est de taille. Pourquoi ne pas accepter accompagner le pouvoir central si aujourd'hui notre pays a cette chance de bénéficier de cette infrastructure régionale? C'est une infrastructure régionale. C'est très important. C'est très important, hein, Serge Nathan Lao. Vous êtes d'avis, hein, quand Adrien parlait de juste une coïncidence par rapport à la grève des travailleurs de la SECNA? Bon, c'est vrai, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il faudrait le souligner, le préciser. Mais il faut quand même noter que, comme l'a dit mon confrère Adina Arepa tout à l'heure, il y a quand même une coïncidence, il faut le relever. C'est au lendemain, ou en tout cas dans la même semaine où les agents de la SECNA ont déposé, ont observé un moment de grève, que ce projet de loi a été envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est une coïncidence, puisque, à suivre Tchoumakou tout à l'heure, c'est que c'est dans la dynamique de la mise en œuvre de l'exécution de ce projet, quand même tel qu'il a décrit. Je ne maîtrise pas les contours, les méandres, mais tel qu'il a si bien dit, c'est un projet important, capital, aussi bien pour le Bénin que pour la sous-région. On avait souhaité que la lutte contre le terrorisme soit une lutte régionale, et pourquoi pas internationale. C'est une bonne nouvelle que le Bénin puisse disposer sur son sol d'une infrastructure de ce standing-là, pour pouvoir surveiller, pour pouvoir avoir un regard sur ce qui se passe aussi bien à Cotonou qu'à l'intérieur du pays, au niveau des frontières. On a l'habitude de négliger cet aspect-là, et c'est de cette faille-là justement que les terroristes, les ennemis de la République profitent, parce que jusque-là, on n'a pas encore connu de frappe à Cotonou et certaines villes environnantes. Là où, si vous faites bien le constat, là où les terroristes frappent, c'est les villes où le gouvernement n'a pas assez de regard. Et avec cet appareil-là, je crois que si de l'aéroport ou de Cotonou, on peut voir les entrées, les sorties, contrôler, c'est quand même à l'actif.
ce Au-delà du fait que cette décision, elle est impérative pour vous, ça cadre un peu avec une coïncidence avec ce projet dont parlait tout à l'heure Adrien Tchoumakou. C'est une coïncidence, même si les agents de la SECNA n'observaient pas ce moment de grève, tôt ou tard, le gouvernement... Il fallait en arriver là. Allait en arriver parce que on ne conçoit pas dans une république que pour une moindre initiative, on puisse se lever et paralyser tout un secteur. C'est inconcevable à votre avis? C'est sûr que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'autres secteurs aussi clés de la République verront le droit de grève. Et justement, on va revenir à notre sujet, à ce projet de loi qui est transmis à l'Assemblée nationale. Dites-nous, Adine Arekpa, pourquoi ces trois secteurs, le secteur transport aérien, maritime et l'hydrocarbure, pourquoi ces trois secteurs? Bon, cela coule de source, puisque dans la communication du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement aussi, et il a dit, c'est compte tenu des raisons de sécurité, de défense du territoire. Donc, quand vous prenez les forces armées, les forces de défense et de sécurité, ils sont astreints déjà à certaines règles par rapport à leur droit de grève, donc eux ne sont plus concernés. S'il n'y avait pas déjà des restrictions à leur niveau, s'il n'y avait pas déjà un certain encadrement, on aurait vu leur corps aussi cité dans ce projet qui est donc à l'Assemblée nationale. En téléchargement, je vais dire, dans le voter en téléchargement désormais à l'Assemblée nationale. Donc, ces trois secteurs dont nous parlons actuellement, c'est parce que justement, rien n'était fait pour pouvoir encadrer un peu la chose et les rendre disponibles pas 24 heures sur 24 comme le disait le doyen Adrien, mais au moins les rendre quand même disponibles aux heures de service, aux heures où ils se doivent de fonctionner pour que l'œuvre quand même de sécurisation du territoire, de défense du territoire puisse se faire aisément et sans coup férir. Alors, Adrien Tchoumakou, si on se réfère au Conseil des ministres, un extrait tout simplement qui dit que ces secteurs sont très sensibles au point où leur arrêt mettra le pays dans une dangereuse posture sécuritaire. Que veut-on comprendre concrètement? Oui, c'est clairement défini, c'est clairement dit. Vous savez, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tout un chacun de nous. Et vous devez savoir que le geste de chacun contribue à la sécurité de tout un chacun de nous. C'est très important. Mettez-vous à la place du pouvoir central, qui est le garant de la sécurité de notre pays. Alors, si on sait qu'à telle heure, en réalité, ce que beaucoup ne comprennent pas, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement les militaires, les policiers qui luttent contre le terrorisme. Non. Même les journalistes luttent contre le terrorisme. Même la vendeur ou la vendeuse de tomates lutte contre le terrorisme. Parce qu'il dénonce, il parle. Quand il est alerté, il informe en même temps. C'est l'information, la gestion de l'information qui fait aussi lutter contre le terrorisme. Si les agents civils, si ceux qui sont censés de travailler, d'être à leur poste de travail, à tel jour, à telle heure, ne sont pas là, et qui a une information qui fait état de ce qu'ils pouvaient avoir atteinte à la sécurité de l'État, ou bien il peut y avoir il y a une bande de terroristes qui est en train de se préparer pour venir, parce que les informations fuitent toujours. Il faut une population mobilisée pour porter l'information. Il faut que celui qui doit jouer son rôle à l'heure là soit là pour pouvoir entendre ce qui se passe et rendre compte rapidement. Et on remonte l'information. Donc, vous savez, quand je prends par exemple au niveau de l'aéroport de Cotonou, un avion n'atterrit jamais sans qu'un dispositif ne soit mis en place. Alors, si on dit par exemple qu'il y a paralysie et les malfaiteurs, les associations de malfaiteurs sachent que oui, le Bénin est en grève au niveau de l'aéroport de Cotonou, eux peuvent faire du forcing pour descendre. Et c'est très grave pour l'intégrité du territoire. C'est ça le véritable problème. Lorsque le malfaiteur, je ne veux pas parler des djihadistes, des terroristes, mais retenez seulement qu'un malfaiteur qui sait que oui,
Notre État, au niveau de l'aéroport de Cotonou, est en état de paralysie et ils peuvent s'organiser pour descendre. Parce qu'on sait qu'en descendant, les services qui doivent renseigner pour dire tel avion est en train de venir, ceci. Là, en ce cas, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Oui, c'est ça. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, c'est très important. C'est puisque l'intégrité du territoire, c'est énorme. On doit préserver l'intégrité du territoire. Alors, Serge Adam là-haut. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. On va mettre à Serge Adam là-haut. C'est atteinte à la sécurité de l'État. C'est grave hein, pour pour laisser passer une telle chose. Mais je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure Tchomakou. Quand il parle de la grève, on prend l'exemple de l'aéroport, par exemple, où c'est la SECNA, là, les travailleurs de la SECNA qui joue un grand rôle dans l'atterrissage, par exemple, d'un avion. Il disait, par exemple, que si les travailleurs de la SECNA, par exemple, étaient en grève, qu'un malfaiteur pourrait faire un forcing et descendre. Alors, on sait que les travailleurs de la SECNA sont régis par une convention. Est-ce que cette loi, une fois qu'elle serait votée, elle sera effective et applicable à ces agents travailleurs de la SECNA? Puisque ces travailleurs sont régis par une convention. Et l'article 11 de cette convention stipule qu'ils ont leur façon d'aller en grève. Je vous remercie. La convention ne devrait pas être en principe au-delà de l'État, au-delà de la vie normale, au-delà de la sécurité, au-delà de l'intégrité de l'État. Au-delà de la convention, ici il s'agit d'une loi. D'une loi, vous me direz peut-être que la convention elle est régionale, mais... Bien sûr, elle est régionale. Elle est régionale, mais si il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité au Bénin, cette convention ne pourra pas s'appliquer, ne pourra pas être mise en œuvre. Donc, l'article de la convention, l'article 11 de la convention a certainement précisé les conditions dans lesquelles ces agents de la SECNA, s'ils devraient aller en grève, comment ils doivent pouvoir le faire. Au même moment, je crois que cette même convention doit pouvoir dire les conditions dans lesquelles ils doivent aller. Ce n'est pas dans un contexte sécuritaire aussi sensible actuellement où on ne sait pas d'où proviendrait l'ennemi, à quel moment l'ennemi frapperait. Ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on va laisser tout et dire qu'on observe un mouvement de grève pour réclamer quoi que ce soit. Nous sommes dans une république où de plus en plus les conditions de vie et de travail préoccupent les dirigeants. Et quand vous avez de ces gens de responsables à la tête d'une structure, d'un pays, d'un État, la moindre des choses, avant que vous ne passiez à l'étape de cessation d'activité, c'est d'entamer les négociations, les discussions. C'est quand les discussions auraient échoué que vous pourriez éventuellement passer à la vitesse supérieure en observant un mouvement de grève ou de tel nombre d'heures, ainsi de suite. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas connaissance de ce que ces préalables-là ont été passés en revue avant que ces travailleurs n'aillent à l'étape de la grève. La convention, d'accord, mais l'État qui est censé assurer l'intégrité et la sécurité du territoire, c'est comment est-ce qu'il faut, quel mécanisme il faut mettre en place pour que on puisse pour que chaque partie trouve jouer son rôle et que l'État, le pays puisse s'en sortir gagnant. À travers la préservation de la sécurité. Donc, les agents de la SECNA n'ont pas de souci, à mon avis, à se faire. Et ça s'est passé avec la justice. Les magistrats, on les connaissait avant l'arrivée du régime du nouveau départ, avec les mouvements de grève. Quand on entendait parler de la grève de l'UNAMAB, sous Yahi Boni, je crois que c'était quand même tout le pays qui était pratiquement paralysé. Mais aujourd'hui, quand cet encadrement est intervenu, la justice continue pas à fonctionner. Les magistrats ont bénéficié d'un statut particulier, ils gagnent bien leur vie aujourd'hui. Et je crois que ça sera aussi le cas, c'est le cas avec les forces de sécurité et de défense, les agents de sécurité, les agents de la santé et autres. Donc, ils n'ont pas de souci, à mon avis, à se faire. C'est juste un encadrement pour se manifester. La loi va prévoir les conditions dans lesquelles ça va se faire. Il leur suffit juste d'observer ce que dira cette loi-là, qui ne mettra pas sans doute en péril la convention qui régit les agents dans la sous-région. Dina Rekpa, votre avis sur la question? Oui,
Je n'ai pas pu m'empêcher, quand la question a été posée, de penser à mon feu professeur de droit administratif, qui fut justement président de la chambre administrative de la Cour suprême à l'époque, M. Samson Dosoumou. Puisque dans la hiérarchie des normes, je crois que c'est comme ça que ça se dit, effectivement, les conventions internationales, puisque c'est sous-régional tout au moins, ou bien régional, ont une préséance sur les lois nationales, si on va le dire comme ça. Mais cela dit, il y a la réelle politique, il y a la réelle, je devrais même dire, la réelle sociopolitique qui fait que le Bénin ne serait quand même pas une exception si cet encadrement de la loi du droit de grève dans ce secteur-là devrait faire que on mette légèrement en parenthèse ce que prévoit cette convention-là. Le Bénin ne serait pas une exception puisque cette réelle sociopolitique fait que dans plein de pays quand même, lorsque le contexte ne s'y prête pas ou bien enfin, s'y prête ou ne s'y prête pas, on essaie d'ajuster les choses et d'essayer quand même de trouver le juste milieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faudra juste que le gouvernement communique comme l'a souhaité Adrien et que le gouvernement puisse quand même rassembler ces acteurs-là, les rassurer quand même d'abord de sa bonne foi. Parce que personnellement, je ne pense pas que ce soit quand même sous un air de taquinerie ou je sais pas, le mot est même fort, de persécution, quoi, que l'initiative est prise. C'est pour des raisons d'État et il faudrait juste communiquer avec les personnes concernées, les acteurs concernés, leur faire comprendre la chose et qu'on ne s'embarrasse pas avec ces problèmes de juridisme et qu'on essaie quand même de regarder les choses de façon pratique. Alors, et d'avancer. Adrien Tchoumakou, la polémique est où quand on décide d'envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale et qu'il y a eu tant de remous autour de ce projet de loi? Oui, la polémique se situe au niveau des bénéficiaires, puisque ça va vous étonner, quand on dit qu'on encadre, d'abord on encadre un droit de grève, ce n'est pas supprimer le droit de grève. Le droit de grève existe toujours. Les gens vont toujours continuer à jouir de leur droit de grève, mais à des conditions précises. Autrement dit, si vous avez le droit d'aller peut-être en grève 10 fois dans une année, peut-être on vous convainc, on vous explique et vous-même vous comprenez que désormais il faut aller en grève 2 fois il faut aller en grève 2 fois ou 3 fois ou bien une seule fois par an. Vous devez être fier de ce que, en restant à votre poste de travail, en œuvrant pour la prospérité du pays, que vous-même vous gagnez plus. Vous gagnez plus d'autant plus que quand on travaille beaucoup, on est fier de son pays. C'est de ça qu'il est question. Alors, ce que beaucoup doivent comprendre, c'est quoi? Oui, allez-y. C'est que aujourd'hui, notre pays a besoin de tous ses fils pour que nous puissions œuvrer à une lutte sans faille contre le terrorisme, contre la piraterie maritime. C'est de ça qu'il est question. Moi, je pense que le pouvoir central n'a rien contre ces acteurs. Bien au contraire, le pouvoir central veut les avoir à ses côtés pour que la lutte contre les djihadistes, la lutte contre la piraterie soit une véritable réalité dans notre cher et beau pays, le Bénin, havre de paix. Havre de paix. Voilà, Serge Adam Lao, selon vous, est-ce que cette polémique vaille, autour la polémique entretenue autour de ce projet de loi introduit à l'Assemblée, est-ce que vous pensez que cette polémique-là vaille dans un contexte où c'est pour lutter contre le terrorisme et préserver la sécurité nationale? Il ne devrait pas avoir de polémique puisque le porte-parole du gouvernement a répondu à la question. Je n'y étais pas, mais le matinal était représenté, comme il le fait tous les mercredis. Après le Conseil des ministres, il rencontre les acteurs des médias et ces derniers ont la possibilité de lui poser des questions, de revenir de long en large sur les décisions prises en Conseil des ministres. Donc, il a essayé d'expliquer pourquoi il fallait actualiser cette loi-là du côté de l'Assemblée nationale. C'est vrai, c'est resté peut-être dans les 4 murs de la salle où il rencontre les médias et les médias à leur tour ont essayé de relayer.
Mais ce qu'il faudrait faire, c'est que les acteurs des médias puissent véritablement jouer leur rôle, comme le fait déjà si bien E-Télé, en portant le sujet sur tapis, en permettant aux journalistes d'opiner sur la question, que d'autres organes de presse également puissent aller dans le même sens que E-Télé, pour que les acteurs concernés, au-delà des acteurs, que les Béninois et les organisations internationales puissent comprendre que ce n'est pas une décision prise de gaieté de cœur par le pouvoir en place, c'est juste qu'il y a un contexte sécuritaire qui impose que les choses soient encadrées et que même n'importe qui serait à la place de l'exécutif actuel prendrait cette décision-là pour que l'État puisse continuer par exister. Donc, à mon avis, il ne devrait pas avoir de polémique, mais la polémique pourrait s'expliquer si les concernés n'avaient pas l'information, si les Béninois n'étaient pas suffisamment outillés sur le bien fondé de la mesure, le bien fondé de l'envoi du projet de loi à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas encore connaissance du contenu, mais je suis sûr que là, on est dans les spéculations. Comme c'est le cas avec les autres secteurs où l'encadrement est effectif depuis quelques années, les travailleurs jouiront de leur droit de grève, seulement que ce ne sera plus à volo comme c'était le cas. Quand je prends par exemple le secteur de la santé ou autre, je crois que c'est 2 fois par mois. Donc ça peut être le cas avec ces 3 nouveaux secteurs-là. Je n'en sais rien, mais je présume que ça serait le cas. Ou c'est même pas si ce n'est pas les 2 jours, mais qu'on puisse quand même encadrer, c'est déjà une bonne chose. Donc la polémique, elle ne vaille pas aujourd'hui. Ce sur quoi on devrait s'entendre et discuter, c'est le développement. Toute initiative visant à faire avancer d'un pas le processus de développement, en principe, sans marchander notre détermination, notre volonté, on devrait pouvoir accompagner l'initiative. Et c'est à cela que je voudrais exhorter ces agents. Et ce sera juste votre mot de fin par rapport à ce sujet déjà. Pour que le développement tant souhaité puisse enfin être une réalité, même si ce n'était pas le cas, qu'on puisse se mettre sur le mouvement de ce développement-là. Merci. Serge Adrien Tchomakou, oui. Ce sera justement votre mot de fin sur ce sujet. C'est vrai que c'est une coïncidence d'envoyer à l'Assemblée nationale ce droit de grève suite aux grèves de quelques jours. Les agents, très bien. C'est vraiment une coïncidence. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'il faut que le gouvernement aussi essaie. C'est vrai, ça c'est une question de milliards. Ça coûte beaucoup. Puisque quand vous lisez la motion de grève des agents de l'aéroport, ils ont dit dedans que les matériels qu'ils utilisent sont dépassés. Que c'est comme si c'est obsolète. Donc, il faut quand même que le gouvernement pense à leur renouveler ce matériel, puisque ça fait partie de leur point de revendication. Donc, moi, je tiens à demander au pouvoir central de résoudre dans un bref délai ce point des agents du secteur de l'aéroport qui étaient allés en grève et qui réclament ça. C'est vraiment important. Voilà, merci beaucoup. Et Kamaruddin n'arrête pas. Bon, si je dois encore dire quelque chose là-dessus, c'est justement de rebondir sur ce que disait Adrien. Nul doute que la modernisation quand même de l'aéroport, pour ce qui est du Bénin, au niveau de Cotonou, nul doute que c'est en route. On sait que les infrastructures, de nouvelles infrastructures sont en train de pousser là-bas comme des champions. Donc c'est clair que le gouvernement fera quand même d'ici là ce qu'il faut au niveau des autres outils ou matériels de travail, en tout cas d'exploitation de cette infrastructure aéroportuaire, pour qu'il y ait quand même plus d'aisance pour les agents d'exercer leur métier. Voilà, merci à vos chers confrères. C'était là le premier sujet. On va entamer tout de suite le deuxième sujet. Le parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie, DUD, de Valentin Adité-Houdé, a déclaré son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. C'était ce jeudi 29 septembre 2022. La déclaration d'adhésion a été reçue par une délégation conduite par Joseph Djogbenou, Adrien Tchomakou, vous êtes l'auteur de la proposition de ce sujet. Pourquoi a-t-il retenu votre attention? Oui, merci beaucoup. Et je pense que Valentin Adité-Houdé de la TUD pour l'UPR
c'est une chance pour l'UPR, puisque l'homme que nous connaissons, l'ancien questeur de l'Assemblée nationale, Valentin Adidi-Koundé, est un grand poids politique, qu'on veuille ou pas. C'est vrai, il n'est pas allé au bloc républicain, il a fait son choix de l'UPR, qu'on veuille ou pas, dans l'un ou dans tous les cas, il est désormais de la mouvance présidentielle. Du fait qu'il est de la mouvance présidentielle, moi je pense que c'est une chance pour la mouvance présidentielle, puisqu'il va contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de la vie politique de l'UPR. Il ne sera plus isolé, parce que jusqu'à un passé récent, il n'a pas fait sa fusion à un parti politique de l'opposition. Donc maintenant, il a souhaité aller apporter son expertise politique, bien sûr, au grand maître Togbinou. Je vais parler à l'UPR. Donc je pense que c'est une opportunité pour l'UPR. C'est aussi une chance aussi pour lui-même d'être accepté par l'UPR. Il doit reconnaître ça. Parce que je pense que beaucoup peuvent vouloir aller à l'Union progressiste et les responsables de l'UPR font dire niet. Ça peut arriver. Ce n'est pas tout le monde qu'on accepte partout. C'est de ça qu'il est question. Ce que je voudrais ajouter, c'est aussi quoi? Ce qui m'a enchanté, c'est le discours d'adhésion de l'homme politique, de l'acteur politique Valentin Adidi-Koundé. Et c'est d'ailleurs avec ça que le journal Fraternité a fait la manchette le vendredi passé sous la plume de Moïse Dossoumo, qui a ressorti ce point fort où, bien qu'il est en train d'aller à l'Union progressiste, Valentin Adidi-Koundé a mis l'accent sur le fait que le moment est plus que jamais venu pour que la classe politique de la mouvance présidentielle œuvre à ce que les acteurs politiques, les hommes politiques dits de l'opposition et incarcérés dans nos prisons soient définitivement libérés. Il a parlé de Joël Aïva, il a parlé de Rekia Madougou et de bien d'autres acteurs politiques. Je pense que cette doléance est la bienvenue et que les acteurs politiques de la mouvance, s'ils peuvent faire un grand pas dans ce secteur, ce serait bien. C'est vrai qu'il y a l'indépendance des pouvoirs, les juges, les magistrats sont libres, ils suivent le dossier jusqu'à la fin, mais je pense que si on peut regarder et prendre en compte cette doléance de Valentin Adidi-Koundé, ça pouvait aussi d'une manière ou d'une autre, je dirais, contribuer à la réorganisation d'une manière ou d'une autre de la classe politique. Parce que quand ces deux acteurs politiques vont sortir, beaucoup de choses vont aussi changer dans notre pays. Voilà. En bien sûr, je le souhaite vivement. C'est votre avis, Adrien Tchomakou, Serge Adam Lao, votre regard sur cette adhésion de la DUD de Valentin Adidi-Koundé à l'Union progressiste. Je crois que Adrien Tchomakou a bien fait de choisir le sujet. Si c'est pas que c'était un sujet pas débatteur, je pourrais éventuellement aller aussi sur ce terrain parce que quand on prend le poids, quand on regarde le poids politique de l'ancien questeur de l'Assemblée nationale dans sa circonscription électorale, dans son zère natal, et que l'Union progressiste, le renouveau en soit arrivé à dénicher ce dernier, c'est assez évocateur, c'est assez important. Le bloc républicain pouvait faire pareil, mais c'est Joseph Diabonou qui a certainement, si on devrait caricaturer, qui a pu avoir la main de... La main de la chance, on pourrait le dire. Voilà, qui a pu avoir la main à Valentin Adidi-Koundé pour le mariage, la fusion de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement avec l'Union progressiste, le renouveau. Quelle chance pour Valentin Koundé et ses militants, quelle chance pour l'Union progressiste, le renouveau. Pour Valentin Adidi-Koundé et ses militants, je crois que c'est l'occasion pour eux de renforcer la mouvance présidentielle. Rien n'est acquis en politique. Aujourd'hui,
l'Union progressiste semble être, est la première force politique. Si les acteurs, les responsables doivent rester dans leur cocon d'hier pour se prévaloir de cette place importante que le parti occupe sur l'échiquier politique national, vous constaterez avec moi ou vous serez d'accord avec moi que le parti va commencer par dégringoler. Donc toutes les initiatives devront concourir à agrandir davantage le parti, devrait pouvoir être les bienvenus, et je crois que c'est dans ce sens que chaque jour que Dieu fait, Joseph Diakonou prend son bâton de pèlerin, discute, essaie de convaincre les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, pour qu'ils puissent adhérer massivement à l'Union progressiste et que le parti continue d'être la plus grande formation politique. Donc c'est l'occasion pour Valentin Aditi Koudé et ses militants de s'affirmer au sein de la mouvance présidentielle. C'est vrai, ils ont passé des années dans l'opposition qui, si s'asseyent et font le point, qui ne leur a rien apporté parce que le parti était absent aux élections législatives de 2019, un an après la création du parti. Le parti était également absent au communal, au communal de 2020. Et certainement que le parti serait également absent aux prochaines législatives si cette... il y a cet aspect sur lequel on va revenir. Si le parti n'avait pas pris cette résolution de fusionner avec l'Union progressiste, certainement que le parti serait également absent de ce côté-là. Mais pour Aditi Koudé et ses militants, c'est une chance pour eux de s'affirmer, de revenir sur l'échiquier politique, dans le landerneau politique, pour pouvoir, pourquoi pas, être positionnés sur les listes de cette formation politique, même si de ce côté-là, ça ne sera pas chose facile. Pour l'Union progressiste, le renouveau, c'est le moment, plus que jamais, à Joseph Diakonou de fédérer toutes ces énergies, toutes ces éminences politiques qui s'activent autour de lui pour que on ne puisse pas assister à des querelles de leadership. Parce que quand vous arrivez à dénicher, à avoir autour de vous ces personnalités politiques, il va falloir vous mettre au-dessus de la mêlée. Il va falloir faire en sorte que vous puissiez concilier les ambitions, les intérêts. Parce que, il faut le dire, Valentin Aditi Koudé n'est pas allé à l'Union progressiste le renouveau pour les beaux yeux de Joseph Diakonou, du tout pas. C'est pas pour les beaux yeux de la vice-présidente de la République, Madame Tchabé Talata, encore moins pour... le deuxième vice-président. Oui, le deuxième vice-président. C'est parce que Zère, la commune de Zère, la circonscription électorale dans laquelle la commune de Zère figure, a besoin de développement, a besoin de visibilité au plan national. Et c'est sur ce terrain que Joseph Diakonou aura beaucoup à faire. S'il y a des projets à envoyer de ce côté-là, il va falloir coopérer. S'il devrait avoir positionnement pour les législatives, il va falloir que Zère puisse avoir également son mot à dire. Je crois que c'est à ce seul cas-là que aussi bien le camp Aditi Koudé que le camp Union progressiste, le renouveau, pourront véritablement s'entendre pour renforcer la mouvance présidentielle. Alors, Dean Arepa, dans le contexte politique actuel, selon vous, que peut concrètement aujourd'hui apporter Valentin Aditi Koudé à l'Union progressiste, le renouveau? Laissez-moi faire remarquer que depuis l'avènement de l'ex-président de la Cour constitutionnelle, je veux parler de Maître Joseph Diakonou, le professeur, depuis son avènement donc à la tête de l'Union progressiste d'abord, et qui donc très vite va se transformer en Union progressiste au renouveau. Depuis son avènement, donc j'y reviens, la DUD, Dynamique unitaire pour le développement et la démocratie de Valentin Koudé, est, qu'on veuille ou pas, le deuxième parti majeur du nouveau système partisan qui adhère donc à l'UP. Puisque quand vous laissez vous laissez la DUD là, justement, vous avez le PRD qui a donc fusionné d'abord pour qu'on ait justement l'UPR. Après, il y a eu le père de Nathanaël Coty, il y a eu la LNA du ministre Théophile Yarou. Mais
si on devait comparer les poids politiques, on voit bien aisément que après Adrien Mbedji, c'est Houdé qui apporte quand même, ne serait-ce que par sa carrure, sa visibilité et tout. Donc, aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui, la DUD, en fusionnant, en adhérant, en se laissant phagocyter par l'UPR, l'Union Progressiste Renouveau, apporte déjà l'aura politique de l'ex-ministre, l'ex-député Houdé. Cette aura politique vient s'agréger aux autres auras politiques qu'il y avait déjà dans l'UPR, et cela devrait en principe quand même donner plus de coudées franches à l'UPR pour asseoir davantage son hégémonie sur le landerneau politique. C'est ce qui à souhaiter. Sinon, à quoi aurait servi justement cette fusion? Sinon dans l'opinion publique, certaines personnes pensent que c'est une échappatoire. Pour l'ex-ministre. Oui, c'est une échappatoire. Bon, oui. Parce que la règle des 10% oblige aujourd'hui. Évidemment, même le PRD. La DUD a raté déjà 2 élections. Le PRD, depuis près de 2 ans, sur vos plateaux, je le disais, le PRD, et ailleurs, je l'ai dit sur d'autres plateaux aussi, le PRD ne pouvait pas. La remontada, donc, qu'on nous promettait, n'était pas possible dans le contexte actuel. Donc, tous ces partis aussi, effectivement, en toute intelligence, ont compris qu'il vaut mieux quand même s'ajouter à plus fort pour pouvoir préserver au moins s'ajouter pour ne pas disparaître. Merci. Adrien Tchomakou, très rapidement, pour clôturer ce sujet, l'arrêt des 10%, une échappatoire pour la DUD, vous êtes d'avis. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ADT Houdé maîtrise toujours son zénatal? 3 questions en quelques secondes. ADT Houdé est toujours, pour moi personnellement, ADT Houdé est toujours l'enfant de Zé. Il ne faut pas qu'on se leurre. ADT Houdé est un animal politique. Quand il se lève, quand il parle quelque part, c'est le chapeau, c'est du respect. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ADT Houdé aussi est conscient de ce qui ne peut pas être candidat pour les législatives avec la DUD. La DUD, c'est bien ça. Ouais. ADT Houdé sait que s'il perd les millions, les dizaines de millions qu'il faut payer pour les législatives, il n'aura pas les 10%. Et que ces millions seront de l'eau versée sur le dos du canard. ADT Houdé est conscient de ce que il ne peut pas aller aux législatives avec la DUD, raison pour laquelle il a très rapidement serré la main tendue de Djogbenou. Pour ne pas disparaître. Pour ne pas disparaître. Et c'est la même chose pour Mbedji. Je l'ai dit et je le dis toujours. Mbedji, c'est Patrice Talon qui a sorti Mbedji du naufrage politique. C'est Patrice Talon qui l'a sorti du naufrage politique parce que Mbedji, aux législatives, ne peut pas trouver les 10%. C'est la vérité. Et c'est ça, c'est tout ça qui a fait que vous devez constater que plusieurs partis aujourd'hui adhèrent à l'UPR. Juste pour ne pas disparaître. Juste pour ne pas disparaître. Voilà, on vous aurait compris. Juste en 30 secondes chacun, on va clôturer ce sujet. Serge Adam là-haut. Aujourd'hui, DUD et l'Union Progressiste Le Renouveau, désormais qui forment un seul bloc. Vous pensez que dans la perspective, ce bloc-là va rester demeuré? Non, a priori, le bloc va rester demeuré puisque l'objectif de Joseph Djogbenou, c'est de continuer par asseoir l'hégémonie de son parti politique. Il fera en sorte certainement que toutes ces formations politiques qui viennent fusionner avec son parti puissent rester dans la droite ligne des responsables. On va souhaiter que les intelligences, les ambitions puissent être vraiment canalisées, disciplinées pour que le parti puisse s'en sortir gagnant. Voilà, merci. Karim Arepa, juste quelques secondes. Kamarou, voilà, excusez-moi. On avait jusqu'au dernier communiqué sorti à quelques secondes. Voilà, on avait encore 18 ou 17 partis politiques. Là, on en est, j'ai fait le point ce matin, on en est à 14. Donc, pourvu que ceux-là, que l'UPR prenne les dispositions pour qu'ils ne puissent pas, même s'ils devraient démissionner du parti, reprendre encore les attributs de leur parti. Que les partis disparaissent réellement une fois pour toutes, quoi. 10 secondes d'entraînement. L'horizon s'éclaircisse. Oui, avec la révolution Djogbenou, moi je pense que finalement, dans notre pays, nous aurons seulement 2 partis forts. C'est-à-dire le bloc républicain et l'UPR. Merci. On risque de perdre aussi complètement un parti de l'opposition, les partis de l'opposition, parce que
Carrément, on n'aura pas de parti de l'opposition avec la révolution Diogwenou, puisque ceux de l'opposition aujourd'hui sont incapables de se mettre ensemble. Ils sont incapables de se tenir, de se serrer la main. Nous ne voyons que, comment il s'appelle, RLC de Agossa, qui bavale, qui parle, mais concrètement, on ne sent rien. Voilà. L'Assemblée nous fait croire qu'il veut y avoir fusion entre Agossa et FC2, mais c'est resté comme ça. Voilà. Nous voulons du concret. Merci Adrien Achomakou. Le sujet au dernier moment vous semble très passionnant. On va continuer quand même cette émission et aborder le troisième sujet. C'est relatif au démenti formel du directeur général de la douane au sujet d'une supposée hausse des prix des produits de première nécessité. Kamaroudine Arekpa, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Pourquoi? On a juste quelques minutes pour... Oui, le sujet n'aura échappé à personne, puisque quand on parle quand même de denrées, produits de première nécessité, et donc du panier de la ménagère, nous sommes tous concernés. Donc, quand le DG Douane sort donc ce communiqué à l'endroit du DG Bénin Contrôle et qu'après des analystes annoncent une hausse des prix dès le 1er octobre et qu'après donc le DG Douane rebondit là-dessus en expliquant que quand on demande d'appliquer les valeurs transactionnelles sur les produits, ce n'est pas forcément en même temps une augmentation des droits que paient les importateurs, ni une augmentation des prix sur le marché. Cela devrait pouvoir rassurer. Mais toujours est-il qu'à date, les inquiétudes demeurent et connaissant la fourberie, je ne voudrais pas dire la gourmandise des commerçants, il est à souhaiter que les services étatiques, et c'est pour cela que j'ai voulu qu'on parle du sujet, que les services étatiques prennent les dispositions pour que les jours à venir, on n'assiste pas à une surenchère sur le marché, parce que les gens peuvent créer la pagaille là pendant quelques jours, juste pour pouvoir renflouer un peu leur caisse avant de revenir à la réalité. Parce que les gens cherchent à tout moment, je ne veux pas être des commerçants véreux, ils cherchent à tout moment les opportunités pour créer la surenchère. Voilà, c'est ça. Rapidement. Je crois que le communiqué du DG Douane à l'endroit du directeur général de Bénin Contrôle, la correspondance a manqué, la correspondance, oui, a manqué un peu de précision. La correspondance parle juste du passage de certains produits à leur valeur transactionnelle. Et normalement, à mon avis, le DG Douane devrait pouvoir trouver ne serait-ce qu'une ou deux phrases pour dire que ce passage-là n'entraînait pas l'augmentation des prix de ces denrées de grande consommation. Je crois que si c'était fait, on n'allait pas assister à ce à quoi nous avons assisté et que le DG en soit obligé d'organiser cette rencontre avec les importateurs de ces produits-là. Comme l'a dit mon cher confrère Arekpa, les commerçants ils profitent quand il y a une petite faille dans le circuit, ils profitent pour créer la surenchère. La surenchère, et ce sont les consommateurs, vous et moi, qui sont les perdants. Très rapidement, Adrien Achomakou, quelques secondes. Oui. En fait, je pense que ce que le DG Douane doit faire actuellement, c'est très rapidement d'envoyer une correspondance au directeur général de la police pour que lui demandant de l'aider afin que les commerçants véreux soient traqués. Parce que sa correspondance a animé la polémique et je vous dis, hier, j'ai demandé le litre de l'huile d'arachide, on m'a dit que c'est 2000 et on a dit que c'est le DG Douane qui a fait ça. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Comment on peut dire que c'est le DG Douane qui fait maintenant que c'est ce qui est à 1000 francs? Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que le DG Douane doit se rabattre très rapidement sur le directeur général de la police pour que les commerçants véreux soient traqués. Et ils n'ont qu'à répondre de leurs actes parce que tant qu'on ne commence pas la répression, nous aurons toujours droit, on sera toujours face aux surenchères. Merci beaucoup. C'est la surenchère, c'est ça. Merci beaucoup, chers amis, chers confrères. On a fini les trois sujets. On va vous accorder juste 10 secondes chacun pour conclure cette émission. Les agents de la SECNA n'ont pas de soucis à se faire. L'encadrement ne veut pas dire suppression du droit de grève. C'est juste dans l'intérêt supérieur de la nation qu'ils doivent voir cette mesure du gouvernement. Le DG Douane, je vais finir par là, DG Douane n'a qu'à rapidement
voir avec la police républicaine pour que cette tentative de surenchère qui commence par s'observer sur le terrain puisse l'étouffer rapidement et que les consommateurs ne soient pas perdants. Merci, Karaberedine Kamarou Arepa. 10 secondes, 10 secondes, parce que on me fait signe de l'autre côté de... Je souhaite bon dimanche à nos téléspectateurs, c'est tout. Merci, Adrien Tchomakou. Le gouvernement doit décourager à jamais les commerçants véreux parce que nous sommes face aujourd'hui à une surenchère qui ne dit plus son nom. Les acteurs des secteurs clés dont le droit de grève sera encadré doivent savoir que ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent comprendre l'enjeu et savoir que c'est leur geste, c'est l'union qui fait la force. Nous devons tous nous lever pour lutter contre le terrorisme. Merci beaucoup, chers confrères. Je rappelle que vous étiez sur l'émission L'Hebdo des éditos et c'est déjà la fin. 3 sujets étaient au menu. Avec mes débatteurs, nous avons opiné sur la restriction du droit de grève étendu à d'autres secteurs, de l'adhésion de Valentin Aditokoulé et de son parti DUD à l'Union progressiste Le Renouveau. Quel gain pour les deux partis. Mais évidemment, également, nous avons abordé le démenti informel du DG Douane sur la prétendue augmentation des droits de douane de certains produits de première nécessité dès le 1er octobre. Je recevais donc pour cet exercice Serge Adalaou, il est directeur de publication du quotidien matinal, Kamaroudine Arekba, lui il est directeur de publication de Le Révélateur du jour, et Adrien Tchomakou, TP, directeur de publication du quotidien Fraternité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenen.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.